Est-ce qu'on serait encore présentement, là, tu sais, avec les leviers, ben, nous on le voit comme un levier, mais par exemple la série télé Fugueuse, là, Oui. où on en parle de la Oui. réalité, où là il y a des financements, là, tout à coup tout le monde, bon, nous on dit entre nous que c'est un peu le sujet à la mode, là, Oui. tu sais, au niveau des financements et de tout ce qui se passe, mais là ce que je comprends c'est que ça va et ça vient, fait que là on dirait qu'on est dans un moment où, là on en reparle Oui. de tout ça, tu sais, Oui. puis là, oups, ça va tomber, puis ça... C'est intéressant, ça, de Oui. voir ces espèces de fluctuations-là, puis de la présence qu'on prend, puis que tout à coup, ben oui, le téléphone ressonne, puis le monde se questionne, puis les médias nous appellent, tu sais, puis... Parce que, tu sais, ce que Jean-Guy parlait à un moment donné, quand il est arrivé, c'est que les gens qui étaient là se posaient la question, c'est aussi un problème de société. Oui. Tu sais, c'est un problème ou une question de, de vie en société. Donc, comment on comprend ça, comment on analyse ça, où est-ce qu'on s'en va avec ça, avec le travail qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a eu de la recherche qui était pensée avec l'Université de Montréal, l'Université McGill, puis des gens qui étaient déjà impliqués dans le dossier, pour dire, bien, on peut-tu mieux documenter, être plus rigoureux dans notre recherche pour aussi transporter tout ce qui est vécu ici, à travers le récit de vie, par exemple, le transposer dans la vie en société. Puis il y avait déjà des petits là, qui commençaient à Québec, oui, c'est ça. avec le PIP. Stella, Stella qui est aussi, arrivée ouais. plus tard, qui était... Stella qui est née durant le Le colloque. colloque qu'on a fait en 92. Le colloque, Stella est née durant le colloque avec Gail Seaterson, qui était, puis Chantal. Oui, Chantal Boisclair, Boisclair, qui ont pu se rencontrer. Et un jeune dont j'ai oublié le nom malheureusement. Je ne sais pas. Moi, je me rappelle, j'étais là, je suis théologien, j'ai tellement pas d'affaires à être là. C'était pas la fondation de Stella. En même temps, j'ai tellement d'affaires à être là à cette époque-là. Mais c'était pas Stella encore, c'était l'EQTTS, l'Association québécoise des travailleuses et travailleurs du sexe, qui a été fondée là. Oui. Et moi, j'étais au téléphone avec Mathias Rioux pour une entrevue qui devait durer 5 à 10 minutes, puis il m'a dit d'attendre après la pause. Fait que j'ai manqué un bout de réunion de fondation, parce que j'étais au téléphone avec Rioux. Ça faisait... Il y avait un buzz, là. Et le colloque, ça avait été assez extraordinaire, parce qu'on avait amené à Montréal des femmes qui faisaient de la prostitution aux États-Unis, en Europe, puis qui étaient des militantes organisées pour la reconnaissance des droits des travailleuses du sexe. Un mot qu'on n'utilisait pas, je pense, à l'époque. Nous, on n'utilisait pas. À partir de là, on s'est mis à utiliser un peu le mot. Une riche histoire, là. Oui. Et après le QTTS, c'est Stella qui est venue. Avant que Stella ait leur propre lettre, je pense que les fonds de Stella passaient par le PIAM, puis c'était redirigé vers Stella. C'était vraiment trippant, nos affaires. C'était une nouvelle génération, c'est plus perturbante, plus brassante, c'est ça, brassante. Entre autres aussi, il y avait, je ne sais pas si dans les lieux qu'on a occupés, on tournait beaucoup autour du centre-ville au départ. Puis petit à petit, on s'éloignait, mais surtout à cause de la proximité avec les habitations Jeanne-Mance, qui est une mini-ville dans la ville. Et puis, il y avait comme, quand tu étais proche, il y avait plusieurs conflits de territoire et d'approche. Le PIAMP avait essayé de faire des choses avec les gens de l'État de Jeanne-Mance, ça marchait plus ou moins. Il y avait des conflits entre jeunes. Alors, on s'éloignait donc tranquillement. C'est comme ça qu'on a abouti finalement sur la rue Marquette, où là, le drop-in était un drop-in super occupé. On était juste à côté du parc La Fontaine. La Fontaine. C'était pas la rue Marquette n'importe où. C'était la rue Marquette au coin du parc La Fontaine. Oui, c'est ça. Et puis là, ben, c'était vraiment, entre autres, les assemblées des membres actifs, les ASMA. Ça, c'était des assemblées où c'était plein de jeunes. C'était houleux. C'était très houleux. Puis il y a eu des séances, à un moment donné, quand il fallait qu'on quitte la place, parce qu'à cette époque-là, il y avait la désinstitutionnalisation d'Hippolyte Lafontaine, Pinel, ainsi de suite. Les jeunes adultes quittaient pour aller dans la communauté, mais sans service. Ils se ramassaient au drop-in, qui était une porte ouverte, ce qui fait que les mineurs rentraient plus. C'était tous des jeunes adultes qui avaient des problèmes. Fait que là, on avait essayé de convaincre l'agence ou les régies
de faire quelque chose. Il ne faisait rien. Donc, on a dit, ben là, nous autres, on ne peut pas continuer parce que ça ne marche plus. Fait que je me souviens d'une séance de l'ASMA où il y avait un jeune, pendant la rencontre, qui s'était vissé les souliers dans le plancher en disant, vous ne me sortirez pas d'ici. Aïe, 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 hein? Mais ça faisait partie, il était peut-être une trentaine, peut-être 35, une grande gang. Là, la place était pleine. Donc, c'était vraiment leur lieu aussi, hein, le lieu. Puis c'était, avec Jacques Moïse, on racontait ça à un moment donné. C'était un local de drop-in pour mineurs prostitués, mais on ne parlait pas nécessairement de prostitution des mineurs. Sauf qu'après coup, quelques années après, on s'est rendu compte, en voyant ces jeunes-là qui avaient vieilli, que pendant qu'ils étaient là, il y avait pas mal d'actions en tant que... Mais ça faisait partie de leur vie. Mais en même temps, en privé, avec les intervenants, ben là, ils pouvaient parler d'émotions qu'ils vivaient, ils pouvaient parler de difficultés qu'ils vivaient, de leurs idées, de leurs souhaits. Puis là, ben, c'est là que les intervenants avaient à les accompagner. Puis Et ça, je me rappellerai toujours, dans les premières années, d'une anecdote c'était pas nécessairement avec le PIM, mais c'était autour de l'expérience du PIAMP. Un jeune prostitué mineur qui était d'une notoriété et d'une valeur extrême, qui faisait une fortune, qui, à un moment donné, est venu voir des intervenants en disant « Moi, je veux lâcher ça. Ça ne m'intéresse plus, je veux faire autre chose dans ma vie. » Mais le milieu, mon pimp ou ainsi ne veulent pas me lâcher parce qu'ils rapportent bien plus d'argent que moi j'en fais. Là. Alors, on avait fallu trouver des avocats, des intervenants pour l'accompagner. Puis à un moment donné, lui, il disait, écoutez, moi, j'ai un appartement, j'ai 16 ans, mais j'ai un appartement, j'ai une auto. Je fais au minimum 2000 $ par semaine. Si je lâche tout ça, là, tu sais, j'ai pas de diplôme, j'ai pas été à l'école bien longtemps. Comment je vais faire pour... Puis la question qu'il posait, c'est combien de temps vous allez me suivre? Tu sais, parce que d'habitude, vous allez me dire, on va te dépanner, puis on va t'accompagner un petit bout, mais à un moment donné, tu n'es pas tout seul. Fait que dis-moi, combien d'années vous allez me suivre? Parce que, tu sais, si ça me prend 3-4 ans, ben j'aimerais ça que vous soyez là. Tu sais. C'est aussi l'histoire, qu'est-ce que le PIMP apporte à des jeunes. Pour beaucoup de jeunes, il a été là pour... Les jeunes sont restés longtemps avec le piano. Soit en s'impliquant, soit en tournant autour, soit en allant puis revenant. Mais ça leur permettait de s'inscrire dans une démarche, de s'ancrer dans une démarche qui était plus personnelle que celle autour du piano, mais d'aller vers ce qu'ils voulaient.